Alors, voici une représentation schématique de notre système solaire, alors qui n'est pas à l'échelle, qui n'est pas à l'échelle des distances. Les distances ne sont pas respectées entre le Soleil et les planètes. Par contre, ce qui est respecté, c'est l'échelle des tailles. Vous avez la vraie taille de Jupiter par rapport à la Terre et la vraie taille de la Terre par rapport au Soleil. Alors, qu'est-ce qu'on croyait? Qu'est-ce qu'on croyait il y a encore 10 et 20 ans? Eh bien, on pensait que dans un système planétaire autour d'un Soleil, il y avait d'une part des planètes proches qu'on appelle telluriques et des planètes plus lointaines qu'on appelle des planètes géantes. Et ce qui était unanimement admis, c'était que l'idée que, alors on sait que dans, euh, dans le système interstellaire, il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau. En fait, les supernovas, en explosant, envoient de l'hydrogène et envoient de l'oxygène. Et cet hydrogène et cet oxygène se recombinent et forment de l'eau. Donc il y a de l'eau. Par contre, l'eau qui est présente dans le système interstellaire, c'est de l'eau qui est soit gazeuse, soit de l'eau solide. Elle est gazeuse si elle est proche d'une source chaude, c'est-à-dire ici, et elle est solide si elle est loin d'une source chaude, c'est-à-dire ici. Ce qu'on pensait, c'était que tout simplement, les premières planètes à se former lorsqu'il y a une formation d'un système planétaire, ce sont les planètes les plus grosses, les plus grandes, les plus éloignées, parce que en fait, les molécules d'eau, en s'agrégeant sous forme solide, sous forme de glace, vont beaucoup plus vite former des noyaux gravitationnels qui vont à leur tour, par attraction gravitationnelle, agréger plus de matière. Et donc on pensait que les planètes massives se sont agrégées d'abord grâce à des condensats de glace, alors que les autres, elles ont mis plus de temps à s'agréger et elles contiennent plus d'eau gazeuse. Alors nous avons un petit peu parlé tout à l'heure d'exploration des planètes de notre système solaire. Je vous ai parlé de Pluton et de Jupiter. Mais là, j'aimerais vous parler principalement de Mars, puis de Saturne. Alors Mars a été clairement l'une des planètes les plus explorées, par des rovers en particulier, qui nous ont ramené énormément de connaissances du sol martien. Et donc je vais vous montrer un petit film qui vous présente quelques images obtenues par les rovers. Alors on pense évidemment à Opportunity qui a fini d'émettre, mais il y a encore Curiosity qui est encore actif sur le sol martien. Les rovers ont été conçus pour prouver que Mars méritait d'être exploré, malgré les risques. Spirit et Opportunity ont bouleversé l'image qu'on avait de Mars. Quand on change de perspective en permanence, comme l'ont fait les rovers, c'est qu'on explore à la manière d'un être humain. Et ce n'était qu'un premier aperçu de Mars. On a découvert qu'il y avait eu de l'eau à la surface de Mars. Et de ce fait, on est obligé d'y retourner. On met sur pied de nouvelles missions à la surface de Mars. On travaille à des missions complémentaires à la surface de Mars. Et si on fait tout cela, c'est grâce à Spirit et à Opportunity. Donc Opportunity, comme je vous ai dit, a fini d'émettre il y a environ, il y a un peu moins d'un an. Et maintenant c'est Curiosity qui prend le relais. Mais on réfléchit déjà à des missions futures sur Mars, en particulier parce que on sait que Mars a contenu beaucoup d'eau liquide. On voit des traces d'érosion très nettes sur Mars qui montrent la présence de cette eau liquide. On voit même des coulures d'eau récentes qui coulent de sommets de certaines montagnes de Mars. Et ces couleurs d'eau ont été étudiées par les rovers et on a pu voir que c'était de l'eau à forte conteneur en sel. Alors l'idée, c'est d'aller plus loin. Et aller plus loin, c'est d'une part aller ramener des échantillons martiens pour pouvoir les étudier sur Terre. Mais l'objectif de cette mission, qui s'appelle Mars Sample Return, c'est aussi de mettre en place toutes les conditions d'une future arrivée d'humains sur Mars. Donc je vous explique en fait. L'idée, le grand défi qui est derrière ça, c'est que pour pouvoir aller ramener des échantillons ou amener des humains et ramener des humains, c'est un peu le même défi,
eh ben, il faut un lanceur très très puissant. Parce qu'il faut une mission martienne qui contient énormément de masse. Il faut d'une part envoyer le robot qui va aller sur le sol de Mars pour récupérer les échantillons, mais il faut envoyer également une fusée qui va pouvoir se poser sur Mars, décoller de Mars, aller partir en rendez-vous pour rejoindre l'orbiteur autour de Mars, cet orbiteur étant capable lui-même de retourner sur la Terre. Donc en fait, il y a plusieurs missions dans une seule mission, et ça nécessite beaucoup de masse. Et jusqu'à présent, on pensait qu'elle n'était pas faisable parce que on ne maîtrisait pas le freinage lors de l'arrivée dans l'orbite de Mars. Mars a une atmosphère très ténue, contrairement à la Terre. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'utiliser le freinage atmosphérique martien. Et si on n'utilise pas le freinage atmosphérique martien pour se ralentir et rentrer en orbite, eh bien on est obligé d'emporter des tonnes d'ergols qui vont faire une rétropropulsion. Et le poids de cet ergol plus le poids de la mission rendent la mission impossible. Et récemment, en fait, les progrès technologiques montrent qu'il semblerait faisable de faire un freinage grâce à l'atmosphère martienne. Mais ça veut dire qu'il faut une mission qui va être capable d'aller freiner à très basse altitude. Vous imaginez le risque de la mission freiner à très basse altitude sur une très faible épaisseur, moins de 20 km d'atmosphère martienne. Donc voilà, cette mission, elle est planifiée pour 2026-2028. Donc elle est d'ores et déjà planifiée pour les prochains, je vous ai dit de parler des fenêtres d'opportunité des missions martiennes. Je tenais absolument à vous parler de la mission Cassini, d'exploration de Saturne, déjà parce que ça a été probablement l'une des plus grandes missions d'exploration des 100 dernières années. C'est une mission qui est partie en 1997 des USA, qui a atteint Saturne en 2005, et qui a eu sa fin de vie en 2017. Vous avez dû entendre parler de cette fin de vie où on a décidé de la cracher dans l'atmosphère de Saturne. Alors j'ai eu la chance de travailler sur cette mission en 1994 dans le fameux Jet Propulsion Laboratory, qui est le laboratoire de la NASA près de Los Angeles. Et j'ai travaillé dans l'équipe de radiosciences, c'est-à-dire l'équipe qui était chargée de faire toute la science radioastronomique avec ces antennes. Vous voyez ici, ces antennes. L'idée étant d'envoyer un signal à partir de ces antennes, un signal reçu depuis la Terre, et signal qui traversait tantôt les anneaux de Saturne, tantôt ici l'atmosphère d'Encélade, tantôt l'atmosphère de Titan. Le signal radio étant reçu sur Terre était analysé, et ces déformations permettaient de reconstituer la forme et la taille des particules qui composaient les anneaux ou les atmosphères. C'est d'ailleurs l'une des missions de Saturne. Il y avait plus de 60 des missions scientifiques, mais c'est l'une des missions qui a eu des résultats assez extraordinaires, qui sont pour certains résumés dans le petit film que je vais vous présenter ici. C'est un film. On s'est très rapidement rendu compte que la composition atmosphérique de Titan, azote-méthane, ça allait permettre de former des molécules complexes. Donc ces molécules complexes, ces petites particules qui sont présentes dans l'atmosphère, comme ça peut être le cas sur Terre les jours de pollution, c'est ce qui va donner à Titan sa couleur orangée. Et donc ces particules, elles se forment dans l'atmosphère et ensuite elles vont tomber jusqu'à la surface. Ce que Cassini nous a révélé, c'est que ces processus de formation de ces molécules, ils vont se passer très haut dans l'atmosphère, à 1000 km. Et ça, on le sait parce que du coup, Cassini, elle pouvait faire des mesures in situ à 1000 km à chaque fois qu'elle est passée dans la haute atmosphère de Titan. Par contre, elle n'a pas pu nous révéler la composition chimique de ces molécules. Donc du coup, pour avoir accès à la composition chimique de ces molécules, on va faire des expériences au laboratoire où on reproduit l'atmosphère de Titan. Et du coup, on va pouvoir mesurer vraiment la composition chimique de ce qui est formé au laboratoire. Et on va pouvoir mettre en évidence la présence de molécules prébiotiques telles que les acides aminés. Par contre, forcément, le laboratoire, c'est pas exactement Titan. Donc on a besoin de savoir si vraiment là-bas, sur Titan, les mêmes processus vont avoir lieu. Et donc pour cela, il faut renvoyer des instruments qui seront plus performants.
La mission Cassini-Huygens nous a révélé que sur Titan, nous avions toutes les molécules de base du vivant, et elle nous a également révélé qu'il y avait probablement de l'eau liquide en profondeur, mais à plus de 50 km de profondeur, ce qui rend très peu probable les interactions entre la surface et cet océan. Par contre, il y a un autre objet sur lequel on a observé des conditions beaucoup plus propices, et cet objet c'est Encelade. Encelade, c'est une toute petite lune de Saturne sur laquelle, dès 2005, on a observé des activités au niveau de son pôle sud caractérisées par des grands jets de matière, de vapeur d'eau et de grains de glace. Donc très tôt, on a compris que ces jets étaient probablement associés à un réservoir d'eau liquide, mais c'est assez tardivement au cours de la mission Cassini-Huygens, notamment durant sa mission étendue, qu'on a pu vraiment caractériser ce réservoir. Et on s'est rendu compte que c'était un océan global d'eau salée qui était seulement à quelques kilomètres sous la croûte de glace au niveau de son pôle sud. Donc Cassini nous a révélé qu'il y avait réellement de l'eau liquide à l'intérieur d'Encelade. En passant dans les geysers, elle est également capable de détecter la présence de molécules organiques et elle a également collecté des indices qui nous montrent qu'il y a des sources d'eau chaude au fond de l'océan qui sont à l'origine justement de cette activité qu'on observe en surface. Donc ces sources d'eau chaude sont probablement relativement proches de ce qu'on peut observer sur Terre sur les fonds océaniques, là où on peut observer justement des oasis de vie qui se développent autour de ces sources d'eau chaude. Donc on voit que sur Encelade, on a des conditions qui sont probablement propices au développement de la vie. Donc la question qui demeure est de savoir est-ce que la vie s'est réellement développée dans ces conditions-là. Ouais, c'est incroyable, hein, c'est des geysers de glace. Ça, la NASA ne s'y attendait pas du tout. Et d'ailleurs, les instruments n'étaient pas du tout faits pour aller renifler et analyser la composition de ce qui était envoyé par ces geysers de glace. Il faudrait une nouvelle mission pour pouvoir analyser ça. Peut-être qu'il y a des traces de vie concrètement dans ces geysers. Il faut aussi que vous voyez que derrière ces missions, il n'y a pas que des astronomes ou des ingénieurs, il y a aussi des biologistes. Hein. La jeune femme que vous avez vue, c'est une planétologue qui est également astrobiologiste. On parle également d'exobiologistes, c'est-à-dire ce sont des gens